Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 23 mai 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ni considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, 3 leçons de la Chine. Je dis bien 3 leçons de la Chine. Dans des vidéos antérieures, je m'étais monté très critique à l'égard de la Chine dans son positionnement par rapport au Canada dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. Aujourd'hui, pour faire justice, eh bien, je dois reconnaître que dans 3 domaines, dans 3 paramètres précis, la Chine nous fait la leçon, et ça de façon importante. Voilà. Ces 3 leçons. Je vais commencer par la première, qui porte dans le domaine social. Ce que je vais appeler, moi, cette première leçon, l'extrême pauvreté. D'abord, voyons comment nous, au Canada, au Québec, aux États-Unis, nous traitons l'extrême pauvreté. Ici, ce qui est frappant lorsqu'on se promène en automobile ou à pied dans les rues des grandes capitales, Montréal, ou des grandes métropoles, dis-je, Montréal, Toronto, Vancouver, Halifax, dans les capitales américaines, Washington par exemple, ce que l'on voit, on est frappé par l'extrême pauvreté, à savoir les sans-abri. La présence des sans-abri dans le domaine public, ce qui veut dire sur le trottoir, dans les parcs, sous les ponts, aux États-Unis, à New York par exemple, dans des aqueducs désaffectés, dans des squats, des immeubles abandonnés. Il y a donc un dossier du côté américain d'extrême pauvreté qui est accablant, qui est lourd et qui surtout paraît. À Montréal, on se dirige pas mal vers le modèle américain qu'on semble avoir adopté avec Maison du Père, Old Brewery, et durant la période estivale, on les voit un peu partout. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe une solution, est-ce qu'il y a une façon d'aborder ce problème qui soit efficace? Lorsque j'habitais Washington en 2006-2007, à l'adresse 906 D Street Northeast, pour ceux qui ça intéresse, je devais me rendre à la faculté de droit qui est sur New Jersey Avenue et je passais par Union Station. Et Union Station est un des endroits centraux de Washington. Eh bien, il y avait sur le trottoir un peu partout là, des gens avec, passez-moi l'expression, l'aiguille dans le bras, qui étaient étendus sur le sol et qu'il fallait enjamber. Un jour, un fonctionnaire qui était un de mes amis m'a dit comme ça, You will get used to it. You will get used to it. En d'autres termes, on finit par s'habituer à avoir des corps de gens, de personnes abandonnées en situation de crise, en situation de dépendance, de toxicomanie, de maladie mentale, etc. Et à Washington, non loin de l'autoroute, près de New Jersey Avenue, il y avait un refuge pour sans-abri, un édifice de 3 étages qui était rempli à craquer. Voilà. Et c'est comme ça dans Détroit, Chicago, Los Angeles, et avec l'immigration massive de migrants légaux ou illégaux, là, peu importe, le phénomène s'est gravement amplifié. Ce qui fait en sorte que les gens dépendent de plus en plus des banques alimentaires, pas seulement des sans-abri, des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, étant donné l'augmentation des coûts d'épicerie, l'inflation, etc. Il y a la situation actuelle, mais la situation des personnes dans l'extrême pauvreté remonte bien avant la COVID. Donc, les banques alimentaires, le manque de logements sociaux, notamment, les sans-abri, les logements sont devenus inabordables, donc il faut se loger, donc souvent les gens vont se retrouver dans des squats. Ce qui est la grande mode aux États-Unis, avec des immeubles désaffectés qui sont à peu près impossibles à revendre, donc abandonnés,
et abandonnés à des gens qui sont sans logis. Ce qui aussi est bien sûr suit la courbe de ce qu'on pourrait appeler la toxicomanie massive qu'on retrouve dans notre société, au Canada en particulier, au Québec, avec la légalisation de la marijuana. Mais ça, c'est un sujet sur lequel je vais revenir dans ma deuxième leçon. Évidemment, ça soulève aussi la question de la maladie mentale. Ici, au Québec, dans les années 70, le gouvernement du Parti québécois a adopté la fameuse loi qui est devenue la loi P38, qui fait en sorte que les intervenants, les psychiatres vont intervenir pour interner un individu s'il est un danger pour lui-même ou pour autrui. Et il faut 2 diagnostics qui coïncident ou concordent. Donc, c'est très compliqué d'interner une personne qui a des problèmes de santé mentale et souvent la toxicomanie et la santé mentale sont intimement reliés. Donc, on se retrouve donc avec des milliers de personnes qui auraient dû ou qui devraient être internées, qui devraient être prises en charge. Au lieu de ça, au nom des droits et libertés, sont abandonnés sur le chemin. Et on apprend à vivre avec cette dure réalité de l'extrême pauvreté et de l'abandon. Maintenant, par rapport à la Chine, qu'est-ce qui se passe en Chine? Eh bien, de l'extrême pauvreté dans le domaine public en Chine, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça, il n'y en a pas. C'est une prise en charge complète dans des camps de rééducation. Parce qu'en Chine, ce qui doit la priorité, le paradigme, ce n'est pas la question du danger imminent pour soi-même ou pour autrui. Le paradigme est la fonctionnalité. Il faut pouvoir fonctionner dans la société. Donc, si vous ne fonctionnez pas, l'État vous prend en charge complètement. Ce qui veut dire l'apprentissage d'un travail, avoir un revenu, être capable de se payer un logement, de la nourriture et des vêtements. Donc, on revient aux éléments fondamentaux de la vie humaine sous le chapitre, sous le chapeau de ce qu'on va appeler la fonctionnalité. Il faut pouvoir fonctionner. Et là-dessus, la Chine nous fait la leçon solide, parce qu'il n'y en a pas de cette extrême pauvreté, cette extrême misère digne des pays, enfin, de certains pays qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde. Mais ce tiers-mondisme, il est rendu chez nous. Là. Il est bien implanté dans la société dite capitaliste, où finalement, c'est le capital qui l'emporte sur le travail. Donc, voilà, c'était la première leçon. La deuxième leçon importante que nous donne la Chine, c'est sur la question de l'institutionnalisation du crime organisé. Ici, au Québec, au Canada et aux États-Unis, les grands criminels sont devenus des vedettes. Soyons clairs, Hollywood en a fait des vedettes, les séries télévisées, les séries policières, ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec des individus comme Messrine, Capone, etc. Là, on pourrait en nommer des dizaines, qui sont devenus, par le biais des médias de masse, on pense au Québec, Allopolis, Photopolis, même le Journal de Montréal, tout le monde en fait une sorte de védétariat négatif, mais qui finit par devenir un védétariat positif, parce que les gens font de l'argent avec ça. On fait des films, on fait des séries, et les compagnies d'assurance en profitent pour augmenter les primes, les policiers pour avoir des augmentations de salaire, les juges pour avoir des augmentations, il y a enfin, toute la justice criminelle, finalement, tire un énorme avantage de cette espèce de védétariat, de cette espèce d'institutionnalisation du crime organisé, et on le voit d'ailleurs depuis des décennies dans les annonces classées de certains journaux, les agences d'escorte s'annonçaient bien avant l'Internet, les salons de massage, ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec une vision de la criminalité où on insiste, par exemple, lorsque vient le temps des prononcés de sentence, on va beaucoup insister sur la réhabilitation. La réhabilitation du délinquant et non pas la punition
et non pas la réparation, hein, même si parfois il peut y avoir des réparations, mais on sait parfaitement bien que la plupart des délinquants sont des insolvables. Donc, ou encore que leurs actifs sont à peu près inatteignables. Donc, on se retrouve dans une société où finalement beaucoup de gens tirent avantage de cette criminalité reliée aux drogues, à la protection, aux jeux, à la prostitution. Et finalement, ça devient une sorte de grosse business. En Chine, c'est pas ça. En Chine, le grand criminel, d'abord, la peine de mort existe. Ensuite, les travaux forcés existent. Ensuite, l'exclusion et l'humiliation sociale existent. Et les décisions des tribunaux en matière criminelle sont généralement courtes, une page ou deux. J'ai eu l'occasion d'en discuter d'ailleurs avec quelques étudiantes chinoises lors de mon enseignement à la faculté et elles m'ont communiqué des décisions des tribunaux criminels chinois et j'ai été surpris par leur brièveté. Il est évident que les tribunaux criminels chinois n'ont pas comment est-ce que je pourrais dire, ils ont, eux, des sentences minimales, ce qui a été combattu ici depuis la décision Smith dans les années 90. Ils n'ont pas la police n'a pas l'obligation de divulguer, la police ou la couronne, de divulguer toute la preuve à la défense, comme ici avec Stinchcombe, et il n'y a pas des délais serrés comme Jordan et Cody. Donc, la police bénéficie de tout le temps pour faire les enquêtes et sans devoir tout communiquer à la défense. Évidemment, on peut être d'accord ou ne pas d'accord avec cette façon de procéder, mais ça fait en sorte que la parole des policiers est extrêmement lourde devant le tribunal et que la lutte au crime organisé est relativement efficace. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à tout le moins, il n'y a pas d'institutionnalisation du crime organisé comme ici. On n'en fait pas une institution comme par exemple les banques, les universités, les gouvernements. Ici, on a vraiment l'impression que les gens qui se promènent là, avec leur patch là, ou encore qui s'affichent ou qui aiment s'amuser à s'associer à des groupes mafieux, eh bien, dont ils retirent une certaine fierté, ben, il n'y a pas de ça en Chine. Il n'y a pas de ça en Chine. Il y a une lutte relativement efficace au crime organisé avec des sentences qui vont de la peine de mort jusqu'à l'humiliation publique, les travaux forcés, etc. Bon. Ma troisième leçon de la Chine, elle, porte sur ce qu'on appelle les fameuses stations de police. Les tribunaux et les médias, dis-je, et la Chambre des communes ont fait un grand état de ce qu'on appelle les stations de police chinoises, dis-je, qui seraient implantées dans des villes. Le gouvernement chinois répond que c'est pour répondre à des services communautaires. Bon. Soyons clairs là-dessus, la position de plusieurs partis politiques et des médias, c'est de dire que ces stations de police ont pour but de faire la chasse aux dissidents à l'extérieur de la Chine. Je vais régler cette question de la chasse aux dissidents. La Cour suprême des États-Unis, dans la décision Haig versus Agee, Haig, H-A-I-G, du nom de Alexander Haig, qui était secrétaire d'État sous l'administration Reagan en 1981, Alexander Haig, Haig versus Agee, A-G-E-E. Qui est M. Agee? M. Agee, c'est un agent de la CIA, un analyste qui a pris sa retraite et qui a décidé au moment de sa retraite et pour les années qui ont suivi de faire des campagnes de dénigrement contre la CIA et contre le gouvernement, de faire des conférences de presse, entre autres en Allemagne, en France, à l'extérieur du pays. Évidemment que l'administration Reagan n'était pas très heureuse de ça. Et le secrétaire d'État, Alexander Haig, a décidé de suspendre et d'annuler le passeport de Agee. Donc, Agee est retourné aux États-Unis et n'a plus eu le droit, en quelque sorte, ne pouvait plus sortir des États-Unis parce que son passeport a été, en quelque sorte, suspendu puis annulé. Voilà.
Revenons maintenant aux stations de police. Il est clair qu'un gouvernement peut suspendre le passeport d'un individu qui mène une campagne de dénigrement de son gouvernement à l'extérieur de la frontière. Les Américains l'ont fait dans Hague versus AG. De façon très claire, il y a une décision de la Cour suprême. Un passeport est un privilège, n'est pas un droit. Donc, le gouvernement chinois est parfaitement légitimé, en raison de ce précédent américain, de surveiller ses dissidents à l'extérieur des États-Unis et, à la limite, de suspendre le passeport pour ramener la personne sur le territoire chinois. Les autorités chinoises sont aussi, à mon avis, parfaitement justifiées de surveiller des citoyens chinois qui sont à l'extérieur de la Chine si ces citoyens se livrent à des actes de fraude ou de prostitution. Bon, on sait que la police est plutôt tolérante sur la question de la prostitution au Canada et au Québec en particulier. Donc, on peut penser que si des personnes d'origine chinoise travaillent, par exemple, dans des salons de massage et offrent des services qui ne sont pas du massage, et là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, eh bien, à ce moment-là, le gouvernement chinois est parfaitement justifié de les surveiller, de prendre des mesures et de les ramener. Il n'est pas question d'arrêter ici. Il n'est pas question de faire subir un procès, là. Ce sont des autorités étrangères, mais elles ont le pouvoir, passez-moi l'expression, de rappeler le passeport, de le suspendre, n'est-ce pas, voire même de l'annuler complètement et de faire en sorte que la personne est obligée de retourner dans son pays, comme dans le dossier Hague versus AG. Maintenant, la question des stations de police comme telle soulève une autre question peut-être plus délicate pour la Chine, à savoir que normalement les instruments internationaux pour ce qu'on appelle les ambassades ou la représentation extérieure d'un pays se limitent généralement aux ambassades et aux consulats. Là, on a créé un nouvel instrument, une nouvelle institution qui s'appelle le service communautaire à des gens, à des citoyens, des compatriotes en quelque sorte, qui sont à l'extérieur du pays pour différentes raisons, soit de travail ou pour étudier. Évidemment, il n'est pas question ici, comme je vous le disais, d'entreprendre des procédures d'enquête, d'arrestation, etc. Mais simplement question de surveiller et d'exercer ce pouvoir qu'a un gouvernement de suspendre, voire même d'annuler un passeport. Voilà, c'était mes 3 leçons que la Chine nous donne, que ce soit en matière sociale, par rapport à la question de l'extrême pauvreté et de la prise en charge par l'État des situations de personnes ayant des problèmes de santé mentale ou d'itinérance, la question de la criminalité organisée qui n'est pas institutionnalisée en Chine, mais qui fait l'objet d'une chasse intensive par les forces policières. Et la troisième question, à savoir les stations de police, qui en fait ne sont pas des stations de police, mais qui sont des services communautaires pour venir en aide aux citoyens chinois à l'extérieur du pays, mais qui peuvent faire l'objet par ailleurs d'une surveillance s'ils se livrent à des activités illégales de fraude, de prostitution ou encore de campagnes de dénigrement contre leur gouvernement, ce que la décision Hague versus AG autorise pleinement parce qu'on sait que dans le domaine international, les précédents américains pèsent extrêmement lourd. Voilà. Je vous invite à aimer, à ne pas aimer et à partager. C'était tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.